sur 4 millions de naissances a révélé que l'anémie pendant la grossesse, elle est plus fréquente, elle est moins fréquente chez les femmes de race noire, plus fréquente chez les femmes de race noire. Par contre, en revanche, elle est moins fréquente chez les femmes de race blanche. Et bien sûr, il faut savoir que l'anémie a des conséquences et pour la mère et pour le fœtus. Bien sûr, pour la mère, qu'est-ce qu'on a? Il y a les accouchements prématurés, les décollements placentaires, les HRP. Et bien sûr, on peut y aller jusqu'à l'admission en unité de soins intensifs par hémorragie de la délivrance, comme la mort fœtale in utero, le retard de croissance et surtout un effet sur le développement neurologique. Dans 90% des cas, l'anémie chez la femme enceinte, c'est une anémie fériprive. Vous connaissez quelle est la première, déjà en dehors de la femme enceinte, quelle est la première cause d'anémie? C'est l'anémie carentienne. La deuxième cause? Inflammatoire. D'accord, très bien. Alors, dans 90% des cas des femmes enceintes présentant une anémie, ce sont des anémies martiales, c'est-à-dire par carence entière. Et au troisième trimestre de la grossesse, l'anémie fériprive touche environ 10 à 20% des femmes enceintes dans les pays développés. Selon l'OMS, presque 42% des femmes enceintes dans tous pays confondus présentent une anémie. Quand même, c'est fréquent. D'accord? Et bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé définit l'anémie comme un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 11 grammes par décilitre. Il y a aussi des définitions un peu plus précises. On va les voir tout de suite. Les chiffres, bien sûr, varient selon les régions. Les chiffres varient selon les régions. Dans les pays développés, la prévalence de l'anémie, elle est estimée entre 17 et 31%. Et par contre, en Afrique subsaharienne, elle peut atteindre les 61%. Vous voyez que la prévalence, elle change en fonction des régions. Et des études menées, bien sûr, dans différents pays montrent que le taux est variable, allant de presque 16-17% en Iran et qui peut atteindre jusqu'à 100% en Inde. Et bien sûr, enfin, il est important de noter que les facteurs de risque de l'anémie pendant la grossesse varient considérablement d'un milieu à l'autre. Et ici, ce papier, je vais vous montrer qu'il y a cette étude transversale qui a été publiée dans le Saudi Pharmaceutical Journal et montre que la prévalence de l'anémie chez les femmes, elle est plus élevée chez les femmes présentant plusieurs facteurs de risque tels que les carences nutritionnelles, le faible niveau socio-économique et surtout l'insuffisance du suivi prénatal. Il y a aussi une autre étude qui a été publiée dans American Journal of Clinical Nutrition. Qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a indiqué que la prévalence de l'anémie, elle varie selon l'origine ethnique et selon les facteurs génétiques et nutritionnels. D'accord? Les facteurs de risque pour l'anémie pendant la grossesse varient selon les contextes. Il y a l'étude de Tanner met en avant la multiparité comme facteur de risque, le faible niveau socio-économique et surtout, vous voyez qu'il y a plusieurs études qui parlent de l'insuffisance du suivi prénatal. Tandis qu'il y a une autre étude britannique de Barroso, elle identifie comme l'âge jeune et l'origine ethnique comme élément contributif. L'anémie, bien sûr, a des conséquences graves. Tant maternelle que fœtale. On avait dit tout à l'heure, elle augmente le taux de mortalité maternelle et fœtale. Ici, je vais essayer un peu d'attirer votre attention par rapport à comment vous faites chez les femmes anémiques présentant un diabète. Généralement, nous, comment on surveille, comment on contrôle l'équilibre glycémique par l'hémoglobine glycée, c'est l'HbA1c. Est-ce que vous trouvez que ce paramètre il est correct? Maintenant, on va comprendre pourquoi. Non, exactement. Généralement, l'hémoglobine, l'HbA1c, ce cas, il est recommandé d'interpréter l'hémoglobine liquide avec prudence et bien sûr chercher ou faire d'autres méthodes alternatives. Généralement, qu'est-ce qu'on commence? La fructosase. Très bien. Super. Pourquoi? Vous savez toutes et tous que durant la grossesse, il y a deux phénomènes physiologiques qui sont
l'hémodilution et l'augmentation de la masse globulaire. C'est-à-dire que le corps produit plus de globules rouges. Pourquoi? Pour qu'ils surviennent aux besoins accrus en oxygène. N'oubliez pas qu'il y a le placenta et le bébé. Alors il y a les deux phénomènes physiologiques qui sont l'hémodilution et l'augmentation de la masse globulaire. Et heureusement que ça va engendrer une anémie qui n'est pas pathologique, c'est une anémie physiologique. Mais la chose la plus importante, que malgré cette anémie physiologique, la capacité du sang d'oxygène reste normale et reste suffisante. D'accord? Et comment l'anémie peut être due soit à une carence en fer. On avait dit tout à l'heure au début que dans 90% des cas, des femmes enceintes présentent un déficit en acide folique aussi qui est très très important. D'accord? Et bien sûr, d'autre part, une hémorragie aiguë qui survient généralement le plus souvent au moment de l'accouchement, que ce soit par voie basse ou voie haute, constitue une cause fréquente d'anémie par carence en fer. La chose qui est bien, c'est que l'anémie, c'est une cause qui est corrigeable et évitable. C'est-à-dire, d'où l'intérêt du dépistage prénatal et la surveillance de la grossesse pour dépister, détecter, corriger cette anémie qui peut être très très dangereuse et pour la mère et pour le fœtus. Bon, les symptômes généralement diffèrent. On peut aller d'une simple fatigue jusqu'à l'état d'hypotension, de tachycardie. Mais j'aimerais bien attirer votre attention toujours devant un retard de croissance intra-utérin chez la femme enceinte. Il faut toujours chercher est-ce qu'il y a une anémie chez la femme ou pas. D'accord? Bien sûr, le diagnostic, comme il se fait par une NFS, une numération formule sanguine. Et l'OMS définit l'anémie, comme on l'avait dit tout à l'heure, au premier trimestre et au troisième trimestre par un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 11 avec hématocrite inférieur à 33%. Par contre, au deuxième trimestre, un taux d'hémoglobine inférieur à 10,5 avec une hématocrite inférieure à 32 semaines. Et aussi l'anémie du postpartum, comme on l'a défini. On va là-bas. Bon, comme vous le savez, il fallait me répondre. L'anémie du postpartum. 10. Vous donnez comme ça juste à peu près. D'accord. L'essentiel pour que vous savez que les anémies, il y a deux types d'anémies. Il y a les anémies microcytaires et les anémies macrocytaires. Comme on peut avoir les anémies mixtes. Généralement, les carences martiales, c'est les anémies microcytaires. Et même les hémoglobinopathies aussi, comme des anémies microcytaires. Bien sûr, l'anémie férénine a plusieurs étiologies. La première étiologie, c'est l'apport alimentaire qui est insuffisant. Des ménorragies, des métroragies, c'est-à-dire un syndrome hémorragique chez la femme en moins de procréer. Et aussi, ça peut être une cause perte de sang lors d'une grossesse précédente. C'est pour ça qu'il faut suivre la patiente durant la grossesse et dans le postpartum. Bien sûr, le diagnostic, comment il se fait? Le diagnostic, il se fait par quoi? Par FNS, qu'est-ce qu'il faut interpréter? Qu'est-ce qu'on aura et comment on peut bien sûr la BGR, je vais vous dire, est-ce que c'est anémie ou monocytaire, comme on peut avoir des anémies normaux, d'accord, généralement les troupeaux, les normaux, inflammatoires. Dans les anémies inflammatoires. Les réserves ne sont pas encore atteintes. Exactement, tout à fait. Voilà, alors généralement le diagnostic il se fait par une baisse de la sidérémie et de la ferritine sérique. D'accord? La ferritine. Bien sûr, le dépistage de l'anémie est systématique et obligatoire au 6e mois, mais attention, quand vous avez des facteurs de risque et en fonction de la grossesse actuelle de la patiente, on peut le dépister précocement au premier trimestre. Bien sûr, il y a aussi, on avait dit que tout à l'heure, on a une anémie dans 90% des cas, c'est une anémie ferritive, mais on peut avoir une anémie par carence en folate. La carence en folate aussi, elle est très très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut atteindre, mais heureusement qu'elle est moins fréquente. Bon, elle présente généralement 0,5 à 1,5 des femmes enceintes. C'est une anémie macrocytaire. Le diagnostic, comment on le fait? C'est par le dosage. Bien sûr, FNS, le dosage des folates avec une baisse, voilà, un taux bas d'acide folique. Et généralement, il faut savoir que toujours quand vous traitez une anémie par carence partielle et vous n'arrivez pas à la corriger,
toujours chercher s'il y a une anémie associée à un déficit en folate. L'anémie a des conséquences tant maternelles que fœtales. Bon, pour la mère, on peut avoir fatigue, dyspnée, palpitations, augmentation du risque de prééclampsie et surtout d'hémorragie. D'accord. D'accord. L'hémorragie. Pourquoi l'hémorragie? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme on peut avoir une hémorragie de la délivrance si une patiente qui a une anémie? Une anémie que ça soit mais beaucoup plus martiale. Pourquoi? D'abord, il faut connaître la physiopathologie de l'œuf. Il faut connaître le globe rouge, il est constitué de quoi? C'est l'hémoglobine, l'aile, c'est lui qui fixe l'oxygène. D'accord? Et quand vous avez une hémoglobine qui est basse, le muscle va avoir une inertie, un manque d'oxygène. Inertie, hémorragie de la délivrance. Il faut traiter une anémie. Vous pouvez perdre le malade par carence en fer à cause d'une hémorragie de la délivrance et j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris par quel mécanisme physiopathologique. Bien sûr, les conséquences fœtales, vous les connaissez toutes. C'est le retard de croissance, l'accouchement prématuré, déficit stratégique prise en charge. Je pense que c'est la chose qui vous intéresse beaucoup plus. Bien sûr, il faut traiter la cause de l'anémie et en fonction de la sévérité. Si c'est une anémie légère à modérée, on peut traiter cette pathologie par un traitement oral, c'est une supplémentation orale. Si c'est une anémie sévère, on peut traiter par du fer injectable et aller jusqu'à la transfusion. D'accord? Le traitement repose sur l'administration de fer par voie orale et soit par voie parentérale sous forme de fer injectable. Et bien sûr, toujours, ce traitement, que ce soit par voie orale ou par voie intraveineuse ou par transfusion, il doit toujours associer à un bon conseil diététique, bien sûr, afin de privilégier l'apport du fer alimentaire quand même, qui est important. La transfusion, on l'avait dit, elle a des indications maternelles et fœtales. L'indication en cas de symptômes aigus, c'est-à-dire elle a des symptômes très sévères, hypotension, tachycardie, fatigue extrême. Et surtout, il faut savoir que la décision de la transfusion ou du traitement de l'anémie ne se repose pas uniquement sur le taux d'hémoglobine. D'accord? Vous pouvez avoir une hémoglobine à 9, mais la patiente, elle tolère très très bien. Mais quand vous pouvez avoir une hémoglobine à 10, je ne sais pas, mais la patiente ne tolère pas. C'est-à-dire que la décision ne se repose pas uniquement sur le taux d'hémoglobine. D'accord? Et ici, voilà, il y a un article publié dans la revue du praticien en septembre 2024. Dit qu'en cas d'anémie sévère ou bien d'intolérance aux suppléments oraux, l'administration de fer par voie intraveineuse est recommandée. Et bien sûr, cette approche permet une correction plus rapide et plus efficace. S'il y a une anémie sévère avec des signes fonctionnels sévères, il faut transfuser la patiente, ce qui va nous permettre une correction plus rapide et plus efficace. Proche ou loin du terme. Il faut traiter une anémie sévère, il faut la traiter. Mais comme tu as dit, bien sûr, surtout si elle est loin du terme, parce que nous, notre anti, c'est quoi? C'est l'hémorragie de la délivrance. Donc ça dépend pas du taux d'hémoglobine. Justement, voilà, le but, c'est que la décision thérapeutique dépend de la tolérance. Ne dépend pas que de l'hémoglobine. Il y a plusieurs signes à voir. Il y a les signes. Elle ne dépend pas uniquement du taux d'hémoglobine. Généralement, la transfusion, elle a fait inférieure à 6, hémoglobine inférieure à 6. D'accord? Ou bien, s'il y a des signes sévères, très sévères, peut-être qu'on l'a trouvé avec une hémoglobine à 10, mais elle ne tolère pas. Il faut la traiter pas par voie orale. Bien sûr, heureusement que la plupart des vitamines prénatales contiennent l'apport au quotidien recommandé en fer, mais en cas d'anémie, il faut augmenter le taux
généralement, le traitement martial, je ne sais pas après si vous avez présenté votre produit, parler des modalités de prise du traitement martial. Il y en a qui disent qu'il faut la prendre tous les jours, il y en a qui disent qu'il faut la prendre un jour sur deux, une prise hebdomadaire. Ben, on est là aujourd'hui pour dire quand est-ce qu'il faut la prendre tous les jours. Et les dernières recommandations, nous on est des scientifiques, on est obligés de suivre les études et les dernières recommandations. Généralement, le fer, il est habituellement pris d'une manière quotidienne, d'accord? Mais il peut être pris tous les 2 jours. Si la patiente présente des effets gastro-intestinaux, ou bien surtout par rapport à la constipation. Mais j'ai trouvé ce papier qui est très très récent, selon une revue systématique, une méta-analyse randomisée très récente qui date de 2024, vous la voyez, qui date de 2024. Et ce papier dit que la supplémentation quotidienne en fer semble plus efficace que l'administration intermittente, d'accord, pour prévenir l'anémie. C'est-à-dire, il y a des études qui ont été faites, disent que le traitement, si on veut traiter une anémie ou même prévenir une anémie, il faut la prendre d'une manière quotidienne. Mais ce papier, toujours, il a dit que l'option intermittente, elle peut être envisagée chez certains patients qui présentent des effets gastro-intestinaux très, très sévères. Mais tout en restant, comment dirais-je, tout en restant moins performant en termes de correction en déficit martial. D'accord? Et il faut savoir qu'environ 20% des femmes ne supportent pas le traitement oral. Là, on est obligé de les traiter soit par du fer injectable, soit par une transfusion. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est toujours si vous faites une supplémentation en fer et que la ligne ne se corrige pas, il faut avoir toujours en esprit, chercher s'il n'y a pas une carence associée qui est le déficit en folate. Et toujours un nouveau-né né d'une femme anémique, malgré qu'il a une ferritinémie réservée, il faut toujours penser à le supplémenter, ne serait-ce par les règles, par l'alimentation. Pour le traitement de anémie par carence en folate, vous le connaissez, c'est de l'acide folique, c'est juste là, dans le traitement préventif, c'est 1 mg jour, mais toujours il faut savoir que si la patiente présente des antécédents d'anomalies de fermeture, du pulmonaire, là il faut augmenter les doses. Vous le savez normalement, d'accord? Et bien sûr, la prévention, comment elle se fait? La prévention, elle se fait par une supplémentation systématique. Avant, on ne faisait pas la supplémentation systématique en fer. D'ailleurs, quand je préparais ma thèse, j'avais lu même un article qui disait qu'il ne faut pas donner systématiquement du fer. Ça peut donner une prééclampsie chez la femme. Mais maintenant, les études ont changé. Voilà, c'est ça l'intérêt des formations médicales et des rencontres scientifiques pour savoir ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il faut faire, est-ce qu'on continue ou pas. Disent que la supplémentation maintenant, elle est systématique, recommandée, fortement recommandée. D'accord? Bien sûr, la supplémentation systématique en fer et en acide folique, il faut faire un dépistage précoce. Il faut faire un dépistage précoce et surtout, il ne faut pas oublier les conseils. C'est important. C'est vrai qu'ils n'apportent pas des quantités importantes, mais c'est important de les donner aux patients. Alors, toutes les femmes enceintes doivent prendre de faibles doses de fer au cours du premier trimestre, mais si l'hémoglobine est inférieure à 11,5 au début de grossesse, il faut la supplémenter parce que déjà cette hémoglobine, elle va diminuer au bout du troisième trimestre. Depuis plus de 30 ans, de nombreux essais randomisés contrôlés ont montré qu'une supplémentation systématique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse à des doses variables permettent de reconstituer les réserves ovariennes et bien sûr de diminuer la prévalence de l'anémie ferriprive chez la femme enceinte. Et bien sûr, en raison de cette forte prévalence des carences en fer chez les femmes enceintes, plusieurs sociétés savantes recommandent fortement une supplémentation systématique en fer et en acide folique. Bien sûr, il faut toujours traiter la cause de l'anémie. Je ne sais pas, il y a les cœliaques, il y a les anomalies d'abcès. Il faut toujours chercher la cause et traiter la cause. Parce que, comme vous le savez, que l'anémie, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. D'accord?
Très bien. Alors, pour la prévention, pour l'acide folique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à raison de 1 mg jour. Mais si elle a des antécédents, il faut augmenter cette dose à raison de 400 mg jour. Maintenant, vous parlez un peu de l'anémie du postpartum. Comment on définit l'anémie du postpartum? Elle se définit par un taux d'hémoglobine, d'abord au PIF, c'est inférieur à 10, finalement, c'est inférieur à 10 dans les 48 premières heures. Et inférieur à 12 au cours des 6 semaines suivant l'accouchement. Alors, l'anémie chez la femme enceinte, elle se définit comment? Par un taux d'hémoglobine premier, troisième trimestre, Inférieur à 11, inférieur à 33. c'est très bien. Et deuxième trimestre, c'est 10,5, 32. postpartum, 10, inférieur à 12 dans les 6 semaines. Dans les 6 semaines suivant l'accouchement, elle est toujours la conséquence d'une anémie prénatale non corrigée ou bien une hémorragie du postpartum. Donc, l'OMS recommande une supplémentation quotidienne. C'est le deuxième article qui parle de la supplémentation quotidienne, d'accord, du fer et de l'acide folique, bien sûr, afin de prévenir l'anémie, la septicémie purpurale et surtout la prématurité et l'insuffisance pondérale à la naissance. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut supplémenter, la supplémentation recommandée maintenant, c'est tous les jours. Chez les femmes présentant des effets gastro-intestinaux sévères, c'est 1 jour sur 2. Mais il y a aussi, l'OMS a recommandé une supplémentation hebdomadaire. Quand est-ce hebdomadaire en fer et en acide folique? Quand on a le taux de prévalence qui est inférieur à 20%. C'est-à-dire, à vrai dire, que normalement la prise en charge et la supplémentation dépendent de la région et du taux de la prévalence. Nous, notre prévalence, elle dépasse les 20%. Je n'ai pas d'études d'Alger, mais il y a une étude faite à l'ouest, quand même, le taux de prévalence qui est supérieur à 30%. C'est important. Alors, l'OMS recommande aux femmes vivant dans des régions où la prévalence est inférieure à 20% de la supplémenter d'une manière hebdomadaire pour les femmes non anémiques. D'accord? Bien sûr, bon, on a parlé tout à l'heure de la posologie, comment il faut la prendre, prévention et en cas d'anémie existante, il faut toujours augmenter la posologie. Ici, selon Becher, qui a publié dans le journal de gynécologie obstétrique et de biologie de reproduction, il a dit que ici c'est important de dépister, c'est très important de dépister les femmes anémiques et surtout les dépister à temps, le premier voire deuxième trimestre, pour prévenir l'anémie fériprive et réduire les risques maternaux fœtaux. Vous voyez qu'il y a plusieurs études qui parlent de l'anémie grossesse, tellement que c'est une pathologie qui n'est pas négligeable, et facilement détectable et facilement corrigeable. Bon, la recommandation, on l'avait dit tout à l'heure pour ce qui concerne l'acide folique. Ben, on termine pour dire que l'anémie est un problème majeur de santé maternelle et périnatale. Elle a quand même des conséquences significatives. À faire une mort fœtale in utero à cause d'une anémie, quand même, c'est pas rien. Donc, elle a des conséquences significatives sur la mère et le fœtus. Et elle augmente le risque de complications telles que la prématurité, le retard de croissance intra-utérin, l'hémorragie du postpartum et la mortalité maternelle et néonatale. Et voilà, donc tout ça, comme on avait dit tout à l'heure, notre rôle c'est quoi? C'est d'informer et sensibiliser, dépister et traiter ces femmes pour éviter toutes les complications qu'on vient de dire. Là, on a fini. Et j'aimerais bien finir par par des cas cliniques et une petite discussion. Bon, le premier cas clinique, c'est une femme qui est âgée de 28 ans. Deuxième geste, une parité. Elle se présente pour une grossesse, pour une prise en charge d'une grossesse de 26 semaines. Comme en décédant, qu'est-ce qu'elle a? C'est une grossesse antérieure, sans complications, avec un régime alimentaire qui est pauvre en fer.
les symptômes asthénie, pâleur, dyspnée. L'examen clinique, on a une tachycardie maternelle, hypotension. Pour le bilan biologique, on a une hémoglobine qui est à 8,5, ferritine à 6 et VGM à 72. L'échographie, un retard de croissance, un oligo-amylose. Donc, quelle est votre prise en charge pour cette patiente? D'accord. D'abord, c'est quel type d'anémie? C'est une anémie? Très bien, d'accord, ok, oui, c'est normalement c'est une anémie périphérique sévère. Et votre prise en charge, c'est quoi? Là, vous la supplémentez et vous le traitez aussi par voie intraveineuse parce qu'elle tolère très mal. On avait dit que tout à l'heure, la prise en charge ne dépend pas que du taux d'hémoglobine. D'accord? Le deuxième cas clinique, 34 ans, troisième geste de parité, 32 semaines, comme antécédent diabète gestationnel sous insuline, obèse, les symptômes fatigue persistante malgré une bonne observance du fer oral, l'hémoglobine aphibnie, ferritine à 180, CRP à 25, VGM à 85. Quel type d'anémie? Inflammatoire, la ferritine. C'est une anémie inconsidérable. C'est pas attention que par rapport à l'anémie inflammatoire, elle commence. Si elle se prolonge, elle peut devenir microcytique. Alors, c'est quoi? C'est une anémie inflammatoire. Vous êtes d'accord? Quelle est votre prise en charge? On cherche du foie. Voilà, généralement c'est une anémie inflammatoire qui est liée par un terrain métabolique. Elle est diabétique, elle a un syndrome métabolique, diabète, obésité. Voilà, alors la prise en charge, comment elle se fait? Si tu fais il est inefficace, pourquoi? Comme il faut la traiter, il faut la traiter pas. Traiter la cause. Chercher la cause, l'éthiologie, et donner de l'érythropoïétine. Si vous cherchez c'est quoi le mécanisme physiopathologique de l'anémie ferritique. Généralement, pourquoi on ne corrige pas par le fer? Parce que même il y a aussi une forme diurétique. En cas d'anémie inflammatoire, on a l'exidine. Vous connaissez l'exidine, qui est une enzyme oxydique. Elle empêche l'absorption intestinale du fer. Elle a une élévation de l'exidine. Bon, dernier cas clinique. Bon, vous le connaissez, la physiopathologie. Deuxième geste, isoparité 24 semaines, elle a un lupus érythémateux systématique, donc l'indice réticulocyte augmenté, test de cause direct ou hémolytique. Très bien. Vous voyez, mon équipe elle est forte. Hein? Anémie hémolytique, voilà, et avec une complication obstétrique. D'accord? Et bien sûr, la prise en charge, il fallait avant de vous montrer la slide, c'est la complication, bien sûr, avec une surveillance rapprochée, une bonne évolution, généralement après la naissance, du moment que c'est une maladie autonome. Bon, la discussion, c'est pas la peine, et je vous remercie. Merci.